Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, la Roma, Porto, Fenerbahçe, Braga. Voici quelques-uns des adversaires de l'OGC Nice en Europa League. Nous vous détaillerons bien sûr tout cela en compagnie de nos experts. Léandra Iacono, salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbercé, salut mon Will. Salut Mika, quelle douce voix. T'as vu ça? Ouais, ça c'est la clim qui m'a tué. Et Aurélien Mar, salut Aurélien. Salut Mika et bonjour à tous. Notre invité cette semaine est tout frais, tout beau, tout bronzé. Il revient de ses traditionnelles vacances au Cap d'Agde. Patrice Ganti et dans Gym Tonic. Salut Patou. Bonjour à tous, mais j'étais pas au Cap d'Agde, j'étais à la montagne. Ah pardon, excuse-moi, je me suis trompé dans mes fiches. Désolé. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur la première victoire de la saison des Rouges et Noirs contre Auxerre, avec en focus un Jérémy Boga qui passe d'indésirable à indispensable, point d'interrogation, bien sûr. Alors, à quelques jours de la clôture du Mercato, nous vous donnerons les dernières infos niçoises avec cette question dans le pour-contre. Après son faux départ à Leverkusen, Jonathan Klaus sera-t-il affecté? Et puis, nous évoquerons bien sûr ce tirage de Ligue Europa avant de se pencher sur le match de dimanche 17h15, un fameux Le Havre-Nice. Le Havre, il en sera aussi question dans le Souviens-toi d'Aurélien, puisqu'il sera consacré à l'ancien niçois, frère d'Hugo Lloris, bien sûr, c'est Gauthier Lloris. Mais avant cela, donc, retour tout de suite et rapidement sur ce match face à Auxerre la semaine dernière. Première victoire de la saison, Léandra, pour l'OGC Nice, 3-1. Nice qui lance enfin sa saison. Ouais, on y allait un peu à reculons. Vu ce qu'on avait vu sur les 3 premiers matchs, on n'était pas très rassurés. Et finalement, on a le vent a tourné. Nice a montré en un match ce qu'il n'avait pas montré depuis le début, avec 3 buts qui ont fait un bien fou. Nice s'est mis dans le bon sens tout de suite, avec ce but de Boga à la 3e minute. Il y a ensuite eu ce carton rouge, cette expulsion de Donovan Léon, qui a fait aussi du bien, même si on aurait aimé plus de maîtrise en seconde période. Jovan Diouf qui a fait les arrêts qu'il fallait, parce que Nice a concédé quand même pas mal d'occasions, et ça sera l'un des bémols, et il faut que Nice progresse là-dessus. Mais au final, 3 buts, une victoire, une saison qui est lancée, tu l'as dit Mika, maintenant il faut confirmer. Les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et l'AGIA, avec une première période, malgré la domination niçoise au score, en tous les cas, qui était largement en faveur des Auxerrois. Ça, c'est les stats pour l'ensemble du match, avec beaucoup d'occasions créées par les Auxerrois en première mi-temps. Et effectivement, cette exclusion de Donovan Léon, le gardien de but, après une faute sur Isaac Johnson, a précipité peut-être le sort du match, Will. Ouais, moi je trouve que c'est une victoire qui reste globalement assez heureuse. Donc moi je suis bien moins enjoué que Léandra. Je trouve que non, c'est bien, marquer 3 buts. Faut pas oublier qu'il y en a un, c'est contre son camp. C'est un vrai cadeau, parce que le contrôle de Kevin Carlos sur l'action n'est pas du tout bon. C'est le défenseur qui l'offre. Après, il y a 2 belles choses, 2 belles passes de Loucher. Mais il n'y a pas de maîtrise globalement dans ce match, si ce n'est ces 20 dernières minutes, avec des entrants qui ont fait des bonnes entrées, avec Auxerre qui à 10 a commencé à souffrir physiquement. Mais si Auxerre a joué 45 minutes à 10, j'ai vu aussi l'OGC Nice jouer à 10 pendant 1 heure. Abdoul Samed complètement inexistant. Ça c'était vraiment son premier match titulaire, hein. Ouais, mais une grosse inquiétude. Et il a vraiment pénalisé l'équipe dans beaucoup de choses en première période, notamment sur l'égalisation. Boudaoui est un peu en retard parce que Abdoul Samed marche au milieu de terrain. Dans le jeu collectif, il a fait quasiment que des passes vers l'arrière. C'est très 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 laborieux pour une première, et franchement, quand on en reparlera plus tard, je vois que le GC Nice n'est pas enclin à prendre un milieu supplémentaire. Il y a de quoi peut-être un petit peu s'inquiéter. Patrice, dans les Alpes, tu as vu tout ça? Tu as vu cette première victoire de l'OGC Nice cette saison? Elle a au moins le mérite de faire redescendre un petit peu l'atmosphère, parce qu'on était tous assez tendus là depuis la double confrontation contre Benfica et contre Toulouse. Là, bon, ça relativise un peu plus, quoi. Oui, j'ai pu suivre les matchs, tous les matchs d'ailleurs de Nice. Après, moi, je trouve que dans le contenu, dans la maîtrise technique, dans le contenu technique, sur des périodes, on a été intéressant. Il y a un petit peu de progression à ce niveau-là. Après, je trouve que défensivement, on a des errances tactiques et qui nous mettent en défaut sur les occasions notamment d'Auxerre, et surtout dans la compensation sur les joueurs qui sortent et la couverture, où je trouve qu'on a encore des réglages à faire. Mais
si tu veux, ce qui était très important, c'était justement de lancer la saison, de prendre ces 3 points et derrière de revoir un petit peu des joueurs avec un peu plus d'envie, un peu plus de morale, de mental pour pouvoir affronter ce qui va arriver derrière. Aurélien, compte tenu du contexte de cette rencontre, est-ce que tu es plutôt, comme on va dire Léandra et Patrice, plutôt satisfait du résultat et moins de la manière c'est pas grave, ou un peu plus inquiet comme Will par rapport justement au jeu pratiqué? Mais moi je rejoindrai quand même Will, parce que n'oublions pas que cette victoire on la doit aussi au réveil insoupçonné ou pas d'ailleurs de Yehvan Diouf, qui en sort 4 belles vraiment en première mi-temps. C'est un match super. Match extraordinaire, et puis si Diouf ne les sort pas et serait resté sur ces 3 performances du début de saison, Nice ne serait pas reparti avec la victoire. Donc oui, encore du travail à faire, et surtout aussi, comme le disait Patrice, beaucoup d'errance défensive. Quand Bas, par exemple, sort trop haut, derrière c'est pas couvert. On l'a vu plein de fois, c'est répété à de nombreuses reprises contre Auxerre. Sinayoko en a profité et a fait vraiment un carnage derrière. Donc un peu d'inquiétude tout de même, ça lève pas tous les doutes. Sinayoko buteur, comme on pouvait s'y attendre, puisqu'il avait été annoncé du côté de l'OGC Nice. Il n'est pas allé. D'ailleurs, il risque de rester à Auxerre, parce que Lens n'en veut pas non plus. Enfin, n'en veut plus, il y avait un accord. Et il risque de signer à Auxerre. C'est un peu du gâchis. De rester à Auxerre. Ouais, de rester à Auxerre. Ouais, c'est du gâchis. Après, c'est pas une mauvaise équipe non plus, Auxerre, avec Pélissier. Il aurait fait du bien, Sinayoko à Nice, là. Ah, bah à Nice. Vu le match qu'il fait contre nous. Oui, il aurait fait du bien, même si je pense pas que ce soit les postes où tu as le plus de manque aujourd'hui. Voilà. C'est un profil super intéressant, mais quand je vois la montée en puissance de Johnson, qui j'ai trouvé franchement beaucoup de mieux, beaucoup d'allant, l'Agnac que j'avais vu depuis le début, mais là avec un peu plus de maîtrise technique, donc c'était pas mal du tout. Lui, Boga, ça monte en régime aussi, donc des ailiers, Buonanni qui fait plutôt une bonne entrée avec Diop aussi, donc tu as des profils comme ça. Mofi fait une bonne entrée aussi. Mofi, mais en neuf. Là, pour parler des côtés, est-ce que Sinayoko serait titulaire, mais est-ce que il a joué dans l'axe contre il joue neuf en plus maintenant avec Auxerre, donc c'est pas le joueur que je vais regretter de ne pas avoir signé. On va écouter vu ce qu'on voit, Mika, ça montre aussi que Nice a peut-être eu raison de ne pas se bloquer dans des négos à rallonge, parce qu'Auxerre, en fait, ils veulent pas le laisser, quoi. Auxerre veut pas le laisser, lui veut pas aller au clash, donc ce qui est normal pour un joueur évidemment formé au club. Donc voilà, on va écouter quand même Francaise sur les bienfaits de cette première victoire de la saison. De gagner un match, ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Évidemment, après trois défaites, même si la défaite de Toulouse était quand même pas forcément méritée. Voilà, on aurait dû concrétiser ce match-là par un match nul, mais de gagner, voilà, on sait que tout n'a pas été parfait. On sait que, par exemple, qu'on a concédé, que notre gardien a été obligé de s'employer beaucoup trop. Alors tant mieux, parce qu'il a été très bon. Mais on sait aussi qu'on a une équipe, en tout cas celle en ce moment, c'est une équipe qui est en reconstruction vraiment. Je l'ai déjà dit, mais elle est avec beaucoup de jeunesse, avec beaucoup de nouveaux joueurs, donc elle est imparfaite. Imparfaite, cette équipe de l'OGC Nice. Patrice, il a le mérite au moins, Francaise, de dire les choses, de ne pas se cacher et de dire voilà, notre équipe, elle est en reconstruction, elle est imparfaite, ce qu'elle fait contre Auxerre, c'est pas mal, mais bon, on peut beaucoup mieux faire, quoi. Ouais, c'est ce que j'aime chez cet entraîneur, c'est qu'il n'a pas le langue de bois, et il dit ce qu'il pense, et c'est vrai que l'analyse, elle est parfaite, et il sait très bien où il en est avec son équipe, il sait très bien le travail qu'il y a à faire pour les amener à un niveau beaucoup plus intéressant. Après, encore une fois, est-ce que les joueurs qu'il a sur le terrain aujourd'hui étaient programmés pour être titulaires ? Je pense pas, et donc il va falloir qu'il travaille différemment avec ces joueurs-là pour les amener à maturité rapidement, pour qu'ils soient beaucoup plus compétitifs. Allez, on en parlait tout à l'heure avec William, le focus est consacré à Jérémy Boga. D'indésirable à indispensable, rappelle-nous un petit peu peut-être, Léandra, l'été de Jérémy Boga. Jérémy Boga, on va dire qu'il faisait partie des joueurs qui étaient sur la liste des transferts. Voilà, lui s'attendait à un départ, il n'y a pas eu tellement de prétendants, un petit peu de touche en Turquie, mais lui ça l'intéressait pas du tout, et les clubs turcs n'étaient pas forcément enclins à mettre le prix demandé par Nice, qui était quand même assez élevé, on parle de 15 millions d'euros. Lui rêve plutôt d'Angleterre, finalement rien ne vient, il fait une préparation quand même, il se prépare, il travaille, mais on voit que sur les matchs amicaux il n'est pas du tout performant.
il montre pas à son coach, en tout cas, une envie d'être titulaire. Je pense qu'il a un peu la tête ailleurs. D'ailleurs, il en parle, il dit j'étais un peu dans le flou. Et puis au final, sur les dernières séances d'entraînement, les dernières semaines, il monte en puissance. Le coach, il voit qu'offensivement, ça va pas du tout, qu'il a besoin de cette touche technique, parce qu'il n'y a aucun joueur, ou très peu de joueurs qui sont au même niveau technique que Jérémy Boga dans cette équipe, qui peuvent apporter autant dans le 1 contre 1, dans la percussion. Et du coup, il lui donne sa chance, et ça fait but dès la 3e minute. Redevenu ou devenu indispensable, Jérémy Boga, dans cette équipe de l'OGC Nice qui manque peut-être un peu de talent parfois? Moi, où je l'ai trouvé indispensable, surtout en première période, c'est en fait, c'est l'accélérateur de particules. Si lui récupère le ballon, se retourne, accélère, là, il y a danger. Un peu comme Guessant l'année dernière a provoqué maintes et maintes actions en lui partant balle au pied. Et là, si tu regardes ce match, sans Boga, il se passe rien. Parce que déjà, tu as Abdoul Samed qui est un milieu qui se projette pas du tout. Donc Boudaoui est le seul. Johnson et Kevin Carlos ont eu du mal aussi. Alors Johnson plus dans la profondeur, mais il a fallu lui donner. Mais Kevin Carlos dans la profondeur, je trouve que ça va manquer de puissance, ça va manquer vraiment de vitesse. Et là, donc, on l'a vu 2 fois, parce qu'avant de marquer, c'est déjà lui qui percute sur le côté, Boga, et après il se retrouve à la réception du centre. Et sur le deuxième but, c'est lui qui, sur superbe tacle de Pong, qui se retourne, qui accélère, qui gagne 25-30 mètres avant de décaler Kevin Carlos. Et même en deuxième, il le fait encore, il fait un grand pont et il obtient une faute et un carton jaune dans l'axe. Donc ça reste intermittent. Je lui reproche aussi, je pensais, en regardant le match, à Aimé Jacquet, qui disait à Robert Pires, muscle ton jeu. Et je pensais à ça avec Boga, parce que 2-3 fois, il prend un petit peu des poussons dans le dos, il se laisse tomber et il attend la faute. Non. Et en plus, quand il a le ballon dans les pieds et qu'il prend de la vitesse, c'est un danger. Oui, il met tout le monde sur le reculoir. Alors pourquoi, dès que tu as un peu touché, tu te jettes par terre? Non, muscle et vas-y. Et je pense que là, il a vraiment une carte à jouer pour nous amener un vrai plus cette année. Les stats de Jérémy Boga sur cette rencontre, donc avec ce but marqué dès la 3e minute, 38 ballons touchés, 25 passes réussies, 80% de passes réussies, un tir dans la rencontre, cadré, ça fait but. Il est à l'origine également du second but, du but contre son camp de la JA. Quand il est arrivé, Aurélien, le président Jean-Pierre River, l'ex-président Jean-Pierre River, président à vie quand même, malgré tout, nous disait c'est un joueur frisson. Voilà. Est-ce qu'on l'a déjà vu ce joueur frisson ou pas encore pour toi? On l'a vu par intermittence, comme sur l'ensemble de ses rencontres. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'il est présent. Il fonctionne par période. Donc comme on peut le calquer sur un match et comme sur celui d'Auxerre, il va être très bon pendant 20 minutes, puis ensuite il aura 20 minutes comme à la fin de la première période où on ne le voit plus du tout, et puis derrière il ressort de son chapeau et il va faire des différences. Donc ça serait bien qu'il arrive à trouver de la régularité cette saison, parce qu'effectivement, de toute façon, il y a plus grand monde sur les ailes de disponibles en ce moment, et puis il a une vraie carte à jouer cette saison. On va l'écouter justement, Jérémy Boga, après la rencontre, sa réaction en zone mixte. Oui, honnêtement, j'avais faim, surtout qu'on sortait d'une mauvaise performance contre Toulouse. On s'est fait siffler à la fin du match, donc je pense que ça a piqué un peu tout le monde, moi le premier, et j'avais à cœur de montrer un vrai visage, le Jérémy qu'on connaît tous, quoi. Physiquement, tout ce qui est accélération et tout, j'étais bien. Après, c'est vrai qu'en deuxième, j'étais un peu dans le dur, mais je pense que c'est normal, j'ai pas encore fait, on va dire, un match plein. Donc voilà, à moi de prouver que je peux jouer plus, de gagner plus de temps de jeu pour être prêt. Comment tu as vécu cette période où on a dit que tu étais peut-être sur le départ, que l'OGC Nice te cherchait un nouveau point de chute? Comment tu as vécu ça, toi, personnellement? Comme le coach l'a dit, c'est toujours des périodes un peu compliquées. C'est vrai que j'étais un peu dans le flou, on va dire, mais ça fait 2 semaines là, que je m'entraîne très bien. Je suis impliqué, je suis à fond et je pense que ça s'est vu aujourd'hui. Pour l'instant, je suis à Nice et j'ai la tête qu'à Nice. Donc, ouais, je suis impliqué et je suis à fond. Voilà, impliqué et à fond, Jérémy Boga. Est-ce que tu penses, Patrice, que ce but et ce qui s'est passé cet été peut lui permettre d'avoir un petit déclic en disant « Oula, il n'y a pas tant de clubs que ça qui sont intéressés à moi au final, donc ça doit venir peut-être de mes performances. Tiens, je marque des buts dans la surface, c'est un peu nouveau pour moi aussi. » Est-ce que ça peut être le déclic qu'on attend? Il faut pour lui que ce soit le déclic, pour qu'il soit plus performant. Mais moi, j'en parle souvent de Jérémy Boga. Moi, j'ai un problème avec ce joueur. Depuis qu'il est arrivé à Nice.
je peux pas être indulgent avec un joueur qui a autant de qualité que lui, si tu veux. Je trouve que c'est pas suffisant ce qu'il apporte à cette équipe depuis qu'il est là. C'est un intermittent du spectacle un peu, c'est-à-dire qu'il va te faire un match bon, 3 matchs mauvais, 2 matchs tu le vois plus, il revient, il marque un but. Je parle même pas de l'investissement qu'avait fait l'OGC Nice sur lui, je parle que avec les qualités qu'a ce joueur, ses performances et ses stats doivent être beaucoup plus bonnes et il doit être beaucoup plus intéressant pour le collectif. La percussion, la vitesse, le changement de rythme, il a tout. Mais il l'utilise pas assez. Et j'arrive pas à être indulgent. Et j'en parle tout le temps, on me dit ouais, Auxerre il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Mais qu'est-ce qu'on attend de Jérémy Boga? Qu'il fasse un bon match ou qu'il fasse des bons matchs. Moi j'attends de lui que ce soit un joueur qui devienne régulier et indispensable. Et qui soit un détonateur vraiment de cette équipe de Francaise. C'est un joueur qui doit faire un double-double comme on dit au basket, 10 passes D, 10 buts par saison. Il en a les capacités, on en parle depuis tout à l'heure. Et il a eu une période vraiment costaud à l'OGC Nice. C'est les 7 derniers matchs de sa première saison. Il fait 7 fois décisif sur les 7 derniers matchs de championnat. Donc là, on avait un semblant d'élan chez ce joueur qu'il a vite reperdu sur la saison d'après. Et pourquoi? J'ai regardé encore hier soir. Plus de 20 matchs, il a manqué pour blessure. Donc là aussi. Donc tu peux pas acquérir de régularité. C'est ça aussi son problème. J'ai un peu l'impression que c'est le problème de tout l'effectif dans ce club. C'est aussi ces blessures qui freinent les progressions et l'élan dans les performances. Donc il a montré une fois sur 7 matchs qu'il était capable. Et Patrice a entièrement raison. C'est un joueur qui est capable de le faire sur 25 matchs d'affilée. Il a le talent. Mais s'il le faisait, il serait plus là. C'est peut-être le problème. Il aurait des clubs cet été qu'il aurait approché, effectivement. On va écouter le petit mot, les paroles de Francaise à propos de Jérémy Boga devant la caméra de Philippe Berti. Sur les dernières semaines, il était vraiment clairement monté en puissance sur la qualité de ses entraînements, sur la performance en elle-même. Et c'était assez logique qu'il ait une opportunité de commencer un match, puisqu'on avait aussi des difficultés dans le domaine offensif. Et il a fait de bonnes choses. Alors bien sûr, comme il n'a pas forcément enchaîné beaucoup de matchs complets, il faut que dans la durée, il soit encore plus impactant. Mais je trouve que pour une première titularisation, là, c'était plutôt bien. Il a marqué, il a été dans la surface. Et ça, c'est une chose que je lui demande et qu'on lui demande souvent. Voilà, être dans la surface, ça va être l'objectif de Jérémy Boga. Si il venait de rester à justice, parce qu'il reste encore 3 jours, hein, messieurs, dames, tout peut arriver. S'il refait un match comme ça contre le Havre, peut-être qu'il va susciter des convoitises dès lundi, quoi. Les Ondrezés. Ça m'étonnerait vu le prix que demande l'OGC Nice. 18 millions, 15 millions, 15 millions. 15 millions. 15 millions, acheter 18. À ce moment du mercato, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. Ça ressemblerait presque à un panic buy, parce que tu vas pas attendre non plus 2 bons matchs de Boga pour te dire tiens, finalement il est bon. Ou tu l'étudies depuis un petit peu longtemps et tu sais que. Une blessure dans un club, tout ça à son poste, ailier gauche, et puis tiens, quelqu'un peut se dire ah, mais il y a Boga. Non, mais tout est possible, hein, au football, dans le mercato, on en a vu beaucoup d'autres. Mais pareil, pour l'OGC Nice, je pense que là aussi, tu vois qu'il a des qualités que dans cet effectif, il manque. Je pense que un qui se rapproche le plus de ses qualités de percussion comme ça, c'est Mohamed Ali Chaud. Mais c'est pareil, quand c'est qu'il va revenir, Mohamed Ali Chaud, et lui aussi, problème de régularité. Donc avoir un Boga, Ali Chaud, qui peuvent de temps en temps se succéder et pallier à la méforme de l'autre, c'est pas mal aussi. Et donc, ça serait encore s'affaiblir, je trouve, si tu perdais de perdre Jérémy Boga. Allez, puisqu'on est dans le mercato, on va vous donner les dernières nouvelles de ce mercato niçois. Léandra, avec, on va regarder le tableau des départs et des arrivées, puisque il y a un départ supplémentaire cette saison. On l'attendait plus ou moins. C'est celui de Pablo Rosario. Il est allé rejoindre Francesco Farioli du côté du FC Porto. Alors il y a eu des doutes à un moment donné, l'Arabie Saoudite, Porto, voilà. Mais au final, Pablo Rosario, après 4 années passées à l'OGC Nice, il est parti. Oui, au final, il a fallu d'une belle entrée contre Auxerre pour débloquer tout ça. C'est vrai qu'il y avait le club d'Al-Shabaab qui était entré quand même dans la tête de Pablo Rosario, parce qu'avec des salaires qui ne se refusent pas. Et au final, les négociations n'ont jamais avancé. Et puis, je pense que Francesco Farioli, il avait déjà cette idée dans la tête de rapatrier Pablo Rosario déjà à l'Ajax Amsterdam la saison dernière. Là, il a pu le faire avec Pablo Rosario. En plus, il prend un beau contrat de 4 années. Donc, pour un joueur fiable comme ça, il le mérite. Et mine de rien,
sa polyvalence et sa fiabilité va manquer à l'OGC Nice. Alors, on a beaucoup parlé de Pablo Rosario depuis qu'il est au club, en disant que, bon, techniquement, c'était pas un génie non plus, mais qu'il était effectivement fiable et qu'il peut jouer un peu à tous les postes. Certains supporters commencent à le regretter, même déjà. Quel est ton avis, toi, sur Pablo Rosario ? Moi, je trouve, c'est un coéquipier exemplaire, ça. Quand t'as un joueur comme ça dans un effectif qui est ton coéquipier, même pour un entraîneur, d'avoir des joueurs comme ça, c'est fantastique. Il travaille, il dit rien, il est très peu blessé, toujours là quand on a besoin de lui, à n'importe quel poste, plus ou moins bien, mais il s'adapte. C'est un joueur qui a du vécu, qui a de l'expérience, et encore une fois, son passage à Nice, pour moi, je le trouve intéressant, parce que même si ça n'a pas été un grand joueur qui ne laissera pas une trace indélébile par rapport à des éclats qu'il aurait pu faire, mais en attendant, c'était un joueur d'équipe, c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer, et franchement, je pense que de le perdre, c'est pas forcément une bonne chose pour la polyvalence qu'avait ce joueur. Il est à l'image un peu quand même du football moderne, c'est-à-dire qu'on demande à des joueurs justement de courir beaucoup, d'être fiables, pas forcément de marquer des buts, surtout pour un milieu de terrain, pas forcément de faire la bonne passe, surtout pour un milieu de terrain. Moi, c'est ce qui m'a gêné dans le passage de Pablo Rosario à Nice, c'est-à-dire que ça manquait de technique, ça manquait d'allant, ça manquait de stats, ça manquait de choses comme ça, alors qu'il a eu sa chance quand même à de nombreuses reprises. Donc, est-ce que je suis trop sévère en disant ça, Will, ou au final, c'est quand même résumé la carrière de Pablo à Nice? Moi, je te trouve sévère parce que, est-ce que c'est ce qu'on lui demande, de dribbler 3 mecs et d'aller mettre une frappe en lucarne? Par contre, quand je vois le double pivot de Francaise, moi, je trouve que c'est une perte énorme. Et encore une fois, le match contre Auxerre te le montre. Parce que Abdoul Samed n'existe pas pendant 1 heure. Et Rosario change énormément de choses par son entrée. Dans la justesse du placement, dans la justesse de ses courses vers l'avant, dans la justesse de sa frappe qui amène le 2e but, et dans sa fiabilité qui va au-delà de ce qu'il fait sur le terrain. Mais on en parle depuis tout à l'heure, les blessures. Et lui, combien il en a eu de blessures? Quasiment aucune. Dans le vestiaire, il était adoré, toujours en t-shirt, même l'hiver, et ses coéquipiers se moquaient un peu de lui, il leur disait mais oui, mais moi je suis jamais malade. Et c'est vrai, il est toujours en t-shirt, en tongs, même l'hiver, il n'était jamais malade. Mais c'est un exemple, et c'est un sourire, Pablo, dans le vestiaire. Au-delà du joueur, c'est un homme que tu perds, et je pense que ce vestiaire en avait besoin, parce que tu t'es déjà assez affaibli en qualité footballistique cet été, pour en plus perdre de la qualité humaine et leadership dans le vestiaire. Moi, je trouve que c'est une très grosse perte. Voyons. Et en plus, n'oublions pas qu'il a été trimballé à tous les postes, en passant de l'axe central au milieu droit, en passant par arrière droit, exactement, au piston. Enfin bref, il a vraiment montré ses capacités pour jouer à tous les postes. Et c'était encore pas l'un des rares, mais un joueur qui avait une expérience européenne, ce qui n'est pas le cas de toutes les recrues cette année. Donc oui, effectivement, grosse perte encore. Bon, vas-y. Si je peux rajouter une petite... On lui a demandé de faire le job, et il a fait le job, le mec. On lui a dit tu joues là, il a fait le job, tu joues là, il n'a pas fait des éclats, mais il était présent. Bon, Pablo, si tu nous regardes, on va le revoir. Hein. Merci pour tout, et on le reverra à l'extérieur, effectivement, à Porto, puisque l'OGC Nice affrontera Porto en Europa League, comme on le détaillera tout à l'heure. Léandra, j'avais cru comprendre en lisant Nice Matin en début de semaine que si Pablo Rosario venait à partir, il serait remplacé au milieu de terrain. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Eh ben, c'est la douce joie du mercato, c'est-à-dire que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. C'est beau ce que tu dis. Voilà, donc une fois c'est blanc, une fois c'est noir, ça change aussi pas mal de choses en fait. C'est illisible. Hein. C'est un peu illisible, mais en fait l'idée, je pense, c'est qu'il cherchait en tout cas un milieu défensif, du profil plus défensif comme Abdoul Samed ou Pablo Rosario qui vient de partir. Et en fait, je pense qu'il ne tombe pas tout simplement sur le profil d'Idoine qui correspond à leurs critères. Aïdara, ça fonctionne pas, par exemple? Aïdara, comme je t'ai expliqué la dernière fois, physiquement, il y a des ils ont découvert des fragilités physiques qui font qu'ils ne peuvent pas aller sur ce transfert. Et voilà, et du coup, donc, un joueur à profil défensif qui rentre dans leurs critères sportifs, mais aussi financiers. N'Golo Kanté, donc du coup, tu peux pas non plus, quoi. Non mais je sais pas, il est proposé à Monaco, de l'argent, à Paris FC. Bon voilà, c'est quoi, tu peux pas donner 200 000 € par mois à N'Golo Kanté aujourd'hui, c'est ça? Pas dans la masse salariale que tu as aujourd'hui encore. Mais t'as encore trop de ce gros moi salaire. je sais pas, j'ai quand même envie d'y croire sur les derniers jours de mercato. S'il y a une bonne opportunité, je pense que les portes peuvent être ouvertes.
On verra, mais en tout cas... Francaise en a parlé ce matin. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? On va l'entendre après derrière. Bah voilà, Francaise, on l'a interrogé sur le départ de Pablo Rosario et justement, il lui a rendu hommage et on lui a demandé si il pensait son entrejeu suffisamment armé pour la saison qui arrive. Et là, il a laissé un petit silence. Eh bien, qu'on va écouter tout de suite. Le coach Francaise, est-ce que son milieu de terrain est assez armé pour cette saison? On l'écoute. C'est pas le nombre qui fait les équilibres du milieu de terrain. C'est pas le nombre de joueurs. C'est pas parce qu'on a 4, 5, 6, 8 joueurs, c'est l'équilibre des profils. Voilà. Mais après, je vous laisse, comme j'ai dit, je parlerai du mercato quand il sera clôturé et quand tout le monde aura parlé avant moi. J'en dirai pas plus. Mais l'équilibre des postes est une chose importante dans un effectif pour faire une saison complète, ça c'est sûr. Ne serait-ce pas, mon cher Patrice, un petit tacle glissé envers sa direction qui ne lui offre pas les profils qu'il souhaite au milieu de terrain? Ouais, il faut lire entre les lignes, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'il a besoin de complémentarité avec un joueur comme Hicham Boudaoui. Et aujourd'hui, le petit Samet n'est pas son penchant, tu vois. Ce qui a pu être Santa Maria quand il est arrivé, qui a pu être Sanson quand il a joué, tu vois. C'est des joueurs qui ont besoin, voilà, d'avoir, comme tu dis, un double pivot avec des joueurs qui se projettent, un qui fait avec la couverture derrière. Mais aujourd'hui, Boudaoui, s'il n'a pas un joueur à côté de lui qui est capable de suppléer, si tu veux, un petit peu à ses sorties sur le terrain, on va être confronté à un gros problème. Parce que l'équilibre du milieu de terrain, aujourd'hui, s'il n'y a pas Boudaoui, tu n'en as pas. Donc il faut vraiment trouver un joueur qui soit capable de faire ce double pivot au milieu. Mais oui, là, en me faisant la mouche du coach, évidemment, il y a Ndombele qui est là, il y a Morgan Sanson qui aujourd'hui... Ouais, à l'infirmerie. Ils vont revenir, ces joueurs-là, nous dit-on, en tous les cas. Donc tu as des profils comme ça qui peuvent correspondre à ce que attend aussi peut-être Francaise dans ce double pivot. Moi, je la comprends pas, ça déclare. Il en dit pas vraiment trop, mais surtout pas assez. Parce que laisser planer... Il dit surtout, j'en parlerai après le mercato. Ouais, mais ce sera trop tard après le mercato. Il est fini le mercato. Si tu veux mettre la pression à tes dirigeants concrètement... En disant oui, je veux un milieu... Mais tu parles maintenant. Tu vas pas parler le 2 septembre quand ça sera fini. Mais peut-être qu'il l'aura dit en privé. Voilà, qu'il le dit peut-être pas devant les journalistes. Moi, je trouve que c'est une position, pardonne-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Tu veux pas trop en dire pour pas froisser tes dirigeants publiquement, mais tu veux pas non plus dire que t'es 100% avec eux pour pas non plus dire que t'es complètement d'accord. C'est pas assez, Et on peut pas reprocher le manque de franchise à Francaise. Non, mais là, quand il parle de profil, il a encensé l'arrivée de Abdoul Samed en disant c'est le profil qui nous manquait. Quel profil? Oui, mais il a perdu Pablo Rosario. Mais tu perds Pablo Rosario, c'est par rapport, encore une fois, le contexte, par rapport à la perte de Pablo Rosario, qui n'est pas remplacé pour l'instant numériquement, et qui... En fait, je crois qu'il estime qu'il a trop de profils, entre guillemets, 8, donc relayeur et offensif. Voilà, Ndombele, Sanson... Boudaoui pourrait avoir ce profil 6 sentinelle, mais au final, il n'a pas envie de le brider non plus parce que c'est quand même lui qui t'apporte énormément dans le box-to-box, les projections et casser les lignes par rapport à la passe. Moi, je suis d'accord avec Landra. Il manque un 6 dans cette équipe. Mais j'ai commencé l'émission en te disant qu'il va manquer un milieu. Donc, bien sûr que je suis d'accord avec vous. Je parle de la déclat la du façon coach. Dont il le dit. La façon dont il le dit. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pas vu le tacle. Quand je l'entends avec les mous et les silences, et oui, je sens qu'il n'est pas à 100% d'accord, mais non, c'est pas comme ça que tu mets la pression à tes dirigeants, si tu veux la mettre. Et je suis désolé, il veut laisser parler tout le monde avant lui, donc à commencer par les journalistes. Oui, ok, et une fois que nous on aura tout dit... Je pense qu'il parle de ces dirigeants qui prendront la parole certainement la semaine prochaine après le mercato. Non, mais ils n'ont pas parlé jusqu'à présent, les dirigeants. C'est pour ça, ils attendent que ces dirigeants soient exprimés, peut-être dans la hiérarchie de, voilà, les dirigeants d'abord. Moi je comprends pas. Et après le son de cloche qu'on a aussi, c'est qu'en fait ils veulent pas tomber dans le sureffectif. Et en gros, si Thiago Gouveia, ça se fait et c'est en très bonne voie, qui lui arriverait en tant que piston droit, ailier droit, qui peut être aussi la doublure de Klose, Louchet redeviendrait une solution au milieu de terrain. S'il trouve un milieu de terrain, Louchet resterait doublure de Klose. En fait, c'était ça le débat. Mais Louchet, c'est un 6 ? Non, c'est un milieu de terrain. Voilà. C'est justement pour ça que Francaise, je pense... Donc, on est bien d'accord, il manque un 6. Oui, donc même le raisonnement intelligent de Leandra, il marche pas. Même le raisonnement qui est intelligent, il marche pas.
Parce que Louché n'a pas ce profil-là non plus. On l'a vu contre Benfica, elle a jamais existé au milieu. Et le jeune Djibril Koulibaly, alors, qui est amené peut-être à avoir du temps. Mais plutôt offensif aussi, créatif, entre guillemets. Et même s'il est capable, il a 16 ans, il va avoir 17 ans. Tu peux pas le balancer là, tout de suite, au milieu des pros, à enchaîner des matchs et à risquer... Parce que là, il découvre une intensité qu'il n'avait jamais vue dans des matchs précédents, chez les jeunes. Donc lui, il va se péter aussi, c'est pareil, si tu le lances trop. Donc... moi, j'aurais préféré dire oui, je veux que Pablo Rosario soit remplacé. Aurélien, justement, c'est la question que j'allais te poser. À la place de Florian Maurice, en écoutant ce que vient de dire Franquès, tu fonces sur un 6 là ou pas? Déjà, premièrement, moi je suis d'accord avec la déclaration de Franquès dans le sens où s'il a déjà notifié sa direction de sa requête de vouloir un 6, il n'y a aucun problème à faire ce genre de déclaration ensuite en public, puisque il n'y a pas de raison de mettre le feu au lac s'il a déjà notifié sa direction en privé. C'est ce qu'il nous avait dit la semaine dernière d'ailleurs, qu'il avait bien exposé à ses dirigeants ses besoins. Ce qui semblerait être normal d'en parler d'abord en privé plutôt que de le déballer à la presse. Et puis évidemment, moi si je suis Florian Maurice, déjà j'attendrai pas de déclaration de Franquès avant de me mettre sur le profil de 6 parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a aucune sentinelle. Abdoul Samed n'est même pas un 6. Il jouait avec Seko Fofana en 8 à Lens dans le même schéma. Il était plus défensif. Non, il a le profil. Il était un peu plus défensif, non, mais il n'a pas de profil de. Il a le profil il a le profil défensif. Il se projette jamais. Donc il a le profil défensif. Mais il gagne pas un ballon non plus. Il gagne pas un duel non plus. Et il est à court. Et il est à court complètement physiquement. Ça grave pas beaucoup de ballons. À la 20e minute, il marchait. À la 20e minute. Et à titre de comparaison, je trouve que Rosario compense beaucoup plus qu'Abdoul Samed. Mais il a compensé, il s'est projeté, il a tout fait, Rosario. Il fait une entrée de... En 20 minutes, il a fait 10 fois ce qu'a pas fait Abdoul Samed en 1 heure. Bon, on fera un bilan évidemment du mercato. Un mot quand même, Leandra, sur, tu en as un petit peu parlé, mais sur le portugais du Benfica, Thiago Gouveia, qui est en approche du côté de l'OGC. Benfica doit d'abord régler un petit problème de prêt, c'est ça? Oui, c'est ça. La problématique, c'est qu'ils ont trop de prêts internationaux, sauf qu'ils voulaient aussi prêter Florentino Luis à Burnley. Mais ils essaient de transformer ce prêt qui était avec une option d'achat non obligatoire en option d'achat obligatoire, ce qui transformerait en fait le prêt en transfert, et ce qui ouvrirait la porte au prêt de Thiago Gouveia. C'est en très bonne voie et le club espère une visite médicale demain. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui étaient en très bonne voie à l'OGC cette saison niveau transfert, donc on va attendre un petit peu avant de se prononcer, parce qu'il y a Königsdörfer qui est passé à la visite médicale, Sinayoko c'était presque fait, Madi Camara aussi, au final, un cas des trois est venu. Moi j'ai hâte d'entendre l'utilisation qu'ils veulent faire de Thiago Gouveia. Parce qu'à droite, Louché, au milieu c'est dur. Là, en latéral... mais Louché veut jouer au milieu. Mais il veut. Il a exprimé. Moi aussi, je voulais jouer en professionnel. C'est ce qu'a dit Franquès. Non, mais c'est ce qu'a dit Franquès. Il a exprimé à son directeur sportif le souhait de vouloir se stabiliser au milieu. Franchement, en latéral, le match qu'il fait, c'est très bien. Très bien. Non, mais c'est très bien. Un peu plus dur défensivement, mais comme Klose, où c'est pas non plus son registre préféré. Mais donc, du coup, tu rajoutes un troisième. Mais pour la Coupe d'Europe, c'est bien. T'as un profil un peu d'un joueur qui peut jouer un peu partout. Mais le but, c'est qu'il joue. Voilà, et le but, c'est qu'il joue plus haut, surtout. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vois pas l'intérêt avec les profils que tu as déjà. Peut-être à droite avec Johnson à la place de. Tu vois, je pense qu'il y a une inquiétude sur Mohamed Ali Chaud, sur son physique, sur les ischios, et qu'il y a énormément de rechutes. Et là, en fait, il doit vraiment renforcer l'ischio parce que les athérences lâchent les unes après les autres. Donc, Buonanni n'a pas montré sur les matchs où il était titulaire qu'il était indispensable à cette équipe, loin de là. Mais surtout sur l'aile, parce que si tu le réactes, je pense qu'il est très bon. C'est ce qu'est Thiago Gouveia, c'est un joueur de côté. De couloir. Donc bon, attendons évidemment les dernières heures de ce mercato. Celui qui n'est pas parti, pour le coup, c'est Jonathan Klaus, il est dans le pour-contre. Ah oui, la semaine dernière dans l'émission, on vous disait, ça y est, Jonathan Klaus, c'est fait, il va partir vers Leverkusen, il s'est mis d'accord avec le club, sauf que, non, patatras, l'OGC Nice a demandé au départ, à ce que j'ai compris, 20 millions d'euros, bien loin de la somme proposée par le Bayer Leverkusen. Ils sont revenus à la charge finalement autour de 15, mais c'était trop tard, le Bayer avait pris Lucas Vasquez, et donc Jonathan Klaus, tout penaud, reste à l'OGC Nice. Alors il y a pire évidemment que jouer à l'OGC Nice, mais dans la tête, le joueur était déjà parti. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça peut laisser des traces, Leandra? Moi je pense pas.
Et comme tu l'as dit, il y a pire que de jouer à l'OGC Nice. Donc déjà ça, c'est un bon argument. Je pense que dans le foot, des transferts qui se font pas, enfin, c'est la vie du foot, ça arrive tout le temps. Maintenant, Jonathan Klaus, il n'avait pas de bonne sortie. Donc c'est normal que le club ait aussi défendu ses intérêts pour pouvoir garder un élément qui est très important et ce que les dirigeants ont rappelé à plusieurs reprises en pré-saison. Il n'y a pas eu de fausses promesses, il n'y a pas eu de fausses paroles, contrairement par exemple à l'épisode Andy Delors. Donc déjà ça, en fait, il n'y a pas eu de lien de confiance qui a été rompu. Donc pour moi, j'ai confiance que le club maintenant va bien accompagner Jonathan Klaus. J'ai confiance aussi au lien qui est très fort entre le coach et Jonathan Klaus. Je pense que Francaise va trouver les bons mots. Jonathan Klaus, il avait envie de partir, mais il avait pas forcément. Il avait envie de partir entre guillemets. Il avait envie d'aller vivre ce nouveau projet, mais je pense qu'il n'avait pas une envie folle non plus de partir de Nice. Il a répété plusieurs fois qu'il était très heureux ici. Il aura un rôle encore très important cette saison. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, alors il part de très loin, c'est sûr, il en a conscience, mais il a tout intérêt à faire une grande saison et à ne pas bouder. Oui, est-ce que ça peut lui trotter dans la tête? Oui, évidemment. Parce qu'il n'avait pas de bon de sortie, mais en attendant, il a été exempté de quasiment une semaine d'entraînement et il n'a pas joué contre Auxerre. Donc c'est qu'il était bien dans l'optique de son départ, si on l'a autorisé à faire tout ça. Donc c'est que dans sa tête, il était en train de partir avec son épouse, avec sa famille, il était en train de dire « je vais aller vivre à Leverkusen ». Donc, et puis l'histoire... Revenir le lundi pour dire ah non finalement on peut rebaisser et tout, mais t'es ridicule en fait. Ou au départ tu arrives à t'entendre et selon les offres que t'as tu descends tes attentes, ou alors tu dis non et tu dis non, mais tu reviens pas le lundi en disant ah finalement un peu plus bas on est d'accord, et que les Leverkusen qui te répondent non c'est trop tard. En fait, au-delà de Klaus, je trouve que c'est encore un épisode qui montre une gestion assez rock'n'roll de ce mercato. Moi, je me rappelle donc l'épisode Boulka, je me rappelle l'épisode Guessant, je me rappelle l'épisode Pablo Rosario, à qui on a dit tu t'es en fin de contrat, tu ne joueras pas et tu vas rester, tu vas même pas en stage ni rien. Et en fait, tout ça, c'est des très mauvais signaux que tu envoies à tout ton entourage, à ton vestiaire et à l'extérieur. Le mercato de l'OGC Nice, on l'a dit tout à l'heure, il est illisible et il y a trop d'épisodes comme ça où ah oui, ils vont faire lui, non finalement ils le font pas, ah oui, le Klaus va partir, ah non finalement il part pas, mais il joue pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Tom Louchet? Le Klaus il était pas là, Louchet il joue, il fait 2 passes D, et là Waf, tu vas lui dire ah non excuse-moi, Joe il est revenu, finalement il est là, tu vas sur le banc. C'est quoi cette gestion en fait? Moi, c'est là que ça m'inquiète. Au-delà de Jonathan Klaus, qui, je pense, ça va trotter un petit peu, c'est surtout toute l'image du club et à l'intérieur du vestiaire. Hicham Boudaoui, qui avait annoncé dès le début du mercato qu'il voulait partir, il n'a pas pu partir et il voit les signaux négatifs pour les autres. Ouais, moi, je trouve que ça va laisser des traces. Mais justement, c'est s'il était parti. Je trouve que non, ça aurait, été un mauvais signal pour Boudaoui et pour Barr. Ben non. Disant, regardez, il y a un grand club qui arrive, donc en fait, la porte elle était ouverte. Attends. Exactement. Non, mais l'histoire, les Leverkusen, ils sont pas là arrivés au dernier moment. Ils sont là depuis un mois. Et il y a un mois, tu leur dis, nous, on n'est pas intéressés de vendre, et Klaus ne regarde pas non plus. Un mois après, il y a quelque chose qui a changé. Ben, Klaus, déjà, il a regardé l'état de l'effectif, il a vu avec qui il avait joué contre Lisbonne, et il s'est dit, bon, finalement, peut-être que cette saison va être compliquée à l'OGC Nice, et ce serait pas plus mal d'aller à Leverkusen. Je pense que la Coupe du Monde, il n'y pense pas du tout. Il a perdu sa place, il le sait. On le voit aujourd'hui, Didier Deschamps fait jouer des Malo Gusto, prend des jeunes profils pour en vue de la Coupe du Monde. Donc, à partir du moment, je répète, où l'OGC Nice le laisse s'absenter de l'entraînement, l'excuse de match, c'est que dans ton optique aussi, il va partir. Donc en fait, tu fais un premier message, non, il partira pas, il est invendable. Un deuxième, si finalement il va partir parce qu'il veut y aller et nous on est d'accord pour négocier. Et en troisième, ah non, finalement on s'est pas mis d'accord. Patrice, au-delà du cas Jonathan Klaus en lui-même, est-ce que tu rejoins Will sur le mercato un peu illisible que pratique aujourd'hui l'OGC Nice? Oui. Sur certains points, non sur d'autres, parce que est-ce qu'ils avaient vraiment envie de le sortir, Nice, Klaus? Je suis pas sûr. Quand tu demandes 20 millions d'euros pour un joueur de 33 ans, voilà, donc c'est que tu as envie de le garder et de défendre tes intérêts. Voilà, déjà. Donc est-ce que derrière, ils se sont dit, bon, on a tenté le coup de poker, on n'a pas réussi, à 15 millions, on le sort pas parce qu'on va avoir des problèmes d'effectifs sur le côté droit.
C'est peut-être ça aussi, mais après, franchement, que Jonathan Klaus reste dans le groupe, je trouve ça tout à fait intéressant, très bonne nouvelle. Et puis je suis pas trop d'accord avec Will concernant ses échéances et ses objectifs personnels. Il se dit que peut-être il a l'opportunité de renouer un petit peu avec l'équipe de France. Il y a une grosse compétition qui arrive, une Coupe du Monde. Lui, il faut qu'il explose s'il veut vraiment y aller. Donc ses objectifs personnels le font peut-être aussi raisonner dans ce sens-là. Donc moi, qu'on le garde, je suis content. L'illisibilité du mercato des Niçois, faudrait qu'on se renseigne s'il veut vraiment le sortir, quoi. Ça fait combien de temps qu'il est sélectionné en équipe de France? L'année dernière, il a été une fois. Hein. Non, qu'il est sélectionné. Ça fait 2-3 ans. Combien de matchs il a joué? Je crois qu'il a 14 sélections. Oui, il joue pas non, trop, mais peut-être qu'il jouera pas, mais peut-être que lui se dit s'il joue pas, dans un effectif de Coupe du Monde, pourquoi pas? C'est un piston. Et Didier Deschamps ne joue jamais avec des pistons. Donc, en fait, il prenait Klaus à défaut d'avoir d'autres arrière droits. Il préfère mettre Koundé qui jouait pas à arrière droit. Il faut qu'il soit performant dans son club pour pouvoir prétendre y aller. Oui, il a le droit de s'accrocher quand même à cet espoir. Je sais même pas s'il y pense. En étant international, en étant sélectionné l'année dernière, bon, il peut rêver s'il y a une blessure, par exemple. Être là, quoi. D'un latéral, il peut espérer. Et puis, il a fait des bons matchs avec Nice. Il a été très intéressant l'année dernière, quand même. Offensivement. Offensivement. Il a été sélectionné en équipe de France en tant que joueur de l'OGC Nice, donc évidemment pour moi ça reste toujours dans un coin de sa tête. Et puis c'est un professionnel qui va faire passer justement ses aspirations nationales avant toute chose, donc il va être déterminé, ce qui n'enlève pas évidemment le fait que le mercato est invisible, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de dissociation dans les discours finalement qu'on fait à la fois au club et à la fois aux joueurs. Donc même les dirigeants de Nice ne savent pas trop où ils veulent aller. Donc on l'a vu avec Klaus, on l'a vu avec Boulka et avec Rosario entre autres, et tous ces autres joueurs là. Mais concernant Klaus, je pense qu'il va se reprendre. Bon, allez, on verra évidemment, on suivra la saison de Jonathan Klaus. On va reparler un petit peu des recrues dans l'indiscret. Des recrues, machin Leandra, j'en perds la voix, ça devient catastrophique au niveau de la voix. Je ne sais pas si je vais arriver au bout. Les recrues, présentation à venir. Oui, on sort, l'indiscret sort un peu du mercato comme il y a 2 semaines, je crois. Ça fait du bien, parce que là, ça dure longtemps et on n'en peut plus. Mais lundi 20h. Lundi 20h, tout à fait. Mais en effet, oui, les recrues, qui sont 7 pour le moment, qui seront sans doute 8 avec Thiago Gouveia, seront normalement, parce que ce n'est pas encore officiel, mais c'est en très bonne voie également, présenté le 17 septembre sur la place Rossetti, donc en public, un bel événement avec le speaker Constantin, avec pas mal de petites animations autour, et puis ça permettra aussi d'apporter de la vie, de faire rencontrer les recrues aux supporters. Voilà, l'indiscret de la semaine sur une future présentation des recrues de l'OGC Nice. Seront-ils 8, 9, 10 peut-être avec un milieu en plus, pourquoi pas. On verra bien. Tu t'enflammes là un petit peu. Tous là, on s'enflamme un peu. On va parler enfin de ce tirage au sort de l'Europa League. Tout de suite, on va vous montrer les adversaires de l'OGC Nice. Donc il n'y a pas encore de calendrier établi pour ces matchs. Ça interviendra au plus tard dimanche, mais avec déjà à domicile donc des rencontres contre l'AS Roma, Braga, Fribourg, les Go Ahead Eagles, et puis à l'extérieur c'est un club néerlandais, les Eagles, Porto, Fenerbahçe, Ludogorets, ça c'est bulgare, et puis le Celta Vigo, club espagnol. Patrice, c'est costaud. Ouais, c'est costaud, et j'ai qu'un seul souhait, c'est qu'on arrive à mieux figurer que l'année dernière. Mais encore en voyant le nombre de titulaires qui sont sur le côté et à l'infirmerie, je grince un peu des dents quand même. Ouais. Ça va être dur. Ça commence le 24 ou 25 septembre. Ça commence mais ça va être dur quand même. Un peu de marge. Ça va être dur quand même. Pour récupérer. Non, quoi. D'ici 24-25 septembre, j'espère que tu en auras récupéré quelques-uns. N'oublie pas qu'il y a une trêve internationale qui peut te ramener sans l'autre blessé aussi encore. Ouais. Eh oui. T'es trop pessimiste. C'est pas un tirage facile quand même. C'est déjà arrivé. C'est pas un tirage facile. Non, c'est pas un tirage facile. Mais tant mieux. C'est le pire tirage. Tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, déjà, la Roma et Porto dans le chapeau 1, avec Aston Villa peut-être, c'était deux des. Mais tant mieux. L'année dernière, on a dit quoi? Ouais, c'est un calendrier largement à notre portée. Suède et Ferencvaros et 35e sur 36. Ouais.
on fait quoi alors? Franchement, je préfère qu'on tape dans le dur direct. Et peut-être que là, si on est 35e sur 36, je me dirais, bon, c'est logique vu les adversaires que tu as eu. Mais au-delà d'un tirage difficile, il faudra voir le calendrier. Parce que c'est ça qui avait aussi péché pour l'OGC Nice là. Le Nice Real Sociedad d'entrée par exemple qui était déjà ça, enchaîné avec la morceau. Lazio, au final voilà, tu perds, tu fais match nul, tu perds, et puis tout s'enchaîne, t'as les blessés et ça va pas. Et en fait tous les matchs où c'était un peu plus abordable, c'était déjà fini entre guillemets. Donc là, voilà, tu les as même pas gagnés. Non, et en plus tu les as pas gagnés, mais t'avais abandonné. Ouais, mais il a fait un choix. Non. Il a fait un choix. Il a fait un choix du championnat. Oui. Le calendrier, pour moi, il est pour rien. Parce que t'aurais joué en premier les Suédois, tout, c'était pareil. T'en aurais pris 6 contre la Real Sociedad avec les joueurs que t'avais alors, à l'époque. Plus tard. Et ouais. Donc, non, c'est une question de. Ils se sont passés à côté complètement. Donc là, Aurélien, parle-nous un petit peu de ces Go Ahead Eagles. Ouais, une équipe qui a aucune expérience européenne à part une coupe Intertoto en 65. 65 65. Dernière participation européenne. Premier tour. Alors Intertoto, ça n'existait pas en 65. Coupe des coupes, pardon. Coupe des coupes et qualification Coupe des justement. villes de foire, non, c'est pas ça? Presque, mais c'était bien la coupe des coupes, à C2 du coup. Et c'est un peu le Metz finalement des Pays-Bas, habitués à faire l'ascenseur entre la D1 et la D2. Ils ont échoué aussi en qualification en Ligue Europa il y a quelques années et en Conference League. Puis là, ils ont gagné la coupe. La coupe des Pays-Bas, exactement, leur premier trophée depuis 59. Donc, comme quoi, on aimerait gagner une coupe, nous. Il y avait plus grande disette que celle du gym, finalement. Non, nous, c'est 97. Voilà. Le dernier titre. Banlieue pas banlieue, mais petite ville à côté d'Amsterdam, c'est ça? Ouais, je peux pas te dire absolument les kilomètres, mais c'est à l'est d'Amsterdam, en tout cas dans la ville de Deventer. Voilà, bon après toutes les... Mais de toute façon, ils viennent, non? Hein? Ils viennent. Oui, tu vas pas là-bas. Oui. Ouais, mais géographiquement, c'est bien de savoir où ils sont, quoi. Une fois que je sais qu'ils sont au pays. Par contre, tu vas aller en Bulgarie. Ouais. Je sais pas si c'est Razgrad. Je connais pas. C'est tout à l'est, proche de la frontière avec la Roumanie. Voilà. Géo trouve tout. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un déplacement exotique. La Ligue Europa, c'est intéressant pour ça. Voilà, rencontrer des équipes aussi un peu exotiques. Go Ahead, on va découvrir, tous les Niçois vont découvrir ce club. C'est bien les Aiglons contre les Eagles. Mais ça fait plusieurs fois, tu joues Benfica. Est-ce qu'il y aura une banderole alors contre les Eagles? Non, pas de commentaire. Mais oui, voilà. C'est la Ligue Europa. C'est le seul adversaire qui a aucune expérience européenne parce que le reste, même les Ludogorets, c'est habitué de la Ligue Europa. Celta Vigo, c'est une équipe, on va dire, assez performante dans les années 90-2000. Aujourd'hui, ils sont là, c'est très bien pour eux. Le Celta Vigo? Ça joue bien. Ça joue bien, ça joue au ballon. Ouais, ça joue au foot. C'est une des belles équipes de Liga. Encore la légende de Iago Aspas, ils ont pas mal de bons joueurs. Il joue encore lui. Il joue encore, il a 38 ans, il joue toujours et puis il claque surtout. Puis Fenerbahçe aussi. Quand j'y jouais. Fenerbahçe, donc là il va falloir aller en Turquie. Bon, il n'y a plus José. À Istanbul. José Mourinho. Il s'est fait lourder. Ce matin. Mais j'ai regardé Benfica Fenerbahçe et t'as des joueurs. C'est une équipe qui arrive avec des champions, effectivement. D'ailleurs, Skriniar, je m'étais un peu échappé qui est là-bas. Il tient la baraque. Bon. Et après, aller donc au Porto de Farioli et de Rosario, mon cher Patrice. Montrer peut-être que on s'ennuyait un peu avec Francesco Farioli et le Farioli Ball, et qu'avec peut-être le jeu de Francaise un peu plus animé, il y a quelque chose à faire peut-être là-bas. Non, mais toutes ces confrontations vont être intéressantes à suivre, et Porto bien évidemment aussi. Il y a une différence de style quand même entre les deux entraîneurs, mais c'est des gros matchs, c'est la Coupe d'Europe et il va falloir les aborder tous de la même façon, avec le pied au plancher, il faut pas calculer, là c'est des matchs couperés, donc il faut engranger des points et faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. On dit que ça passe 2-3 places, tu vois. On dit que ça passe vers 11 points à peu près, 11-12 points, donc tu peux passer. Quand tu regardes quand même 4 victoires, les équipes que tu as en face, il faut aller chercher 12 points, normalement. Parce que la Roma à domicile, ça va être très très compliqué. Porto là-bas,
très compliqué. Fenerbahçe là-bas, très compliqué. Écoute, l'année dernière, j'ai pris le tableau Ligue Europa. Je dis c'est bon, on va passer. On peut peut-être me passer dans les 8. Bon, bah, les barrages, c'est déjà bien. Et la Ligue 1, putain, la Ligue 1, si tu fais top 7, c'est beau. Hein. Au final, tu fais 4ème de Ligue 1, 35ème sur 35. Allez, pronostic, tiens, on va se risquer au petit jeu des pronostics. Combien de points pour l'OGC Nice à la fin de cette phase de groupe de l'Europa League, Patrice? Allez. Je vais dire 9. 9 points. Ah, 9 points, ça passe pas. Hein. Eh ouais, je vais dire 9. Alejandra. 7. Oh là là, on est très optimiste sur le plateau de Jim Tonic. Aurélien. Je vais être encore plus optimiste, 6. Oh là là. Bon, ça sera déjà mieux que l'année dernière, hein, de toute façon. Allez, Will, rattrape-moi tout ça, s'il te plaît. 12. 12, allez, voilà. Allez, 12 points pour Will. J'espère que tu auras raison, Will. Ouais. On espère tous que tu auras raison. C'est quand ils sont face au plus dur qu'ils arrivent à faire des choses intéressantes. C'est ce que je disais. C'est pas les matchs, tu vois, clinquants contre l'AS Roma, Porto, Fenerbahçe qui me font peur, moi. Ouais. C'est les autres. C'est les petites équipes, les Eagles, les tout ça, là, les Ludogorets, c'est ça qui me fait peur. Et tiens, la petite question à 10 balles. Tu préfères, Alejandra, Nice sort des poules de la Ligue Europe et se qualifie pour les barrages, ou peut-être même directement, on sait jamais, mais ne joue pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, finit après la 7ème place. C'est quoi ce que tu préfères? Non, je préfère que Nice performe en Ligue 1, parce que pour moi, c'est là la réussite de la régularité, c'est vraiment un marathon. Et puis la scène nationale, c'est le plus important. Financièrement, je pense que c'est aussi important de se requalifier chaque année pour la Ligue Europa, pour attirer aussi des joueurs, montrer une belle image. Donc non, je choisis quand même le championnat. Le championnat, parce finir dans les 7 plutôt que passer un barrage. Nos objectifs affirmés depuis des années, c'est d'être un club européen. Donc c'est de figurer régulièrement. Mais c'est quand même déjà de prendre cette habitude d'y figurer. Niçois, je pense qu'il a un peu envie de rêver, de se déplacer. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec... j'ai envie d'un barrage, d'un parcours européen pour enlever cette image de vilain canard, club de vraiment de loser. Nous, sur les réseaux, là, je regardais tout à l'heure après le tirage. Tu sais combien ça fait de matchs que t'as pas gagné en Coupe d'Europe? 11 matchs sans victoire en Coupe d'Europe. Francaise n'a jamais gagné en Coupe d'Europe pour l'instant. En 8 matchs, en 10 matchs, pardon, puisqu'il y a les 2 de Benfica. Ouais, mais après, il y a quand même la double lame. C'est-à-dire que si tu n'es pas un club qui est encore en Coupe d'Europe l'année prochaine, comment tu vas construire encore une autre équipe compétitive? Comment tu vas faire venir des joueurs intéressants? On a la Coupe d'Europe cette année, t'as vu comment t'as monté l'effectif? On vote pour les deux alors. Non, moi je vote pour un beau parcours en Coupe d'Europe. Moi aussi, parce qu'en plus je pense que la Ligue 1 aujourd'hui pour les supporters, pour que ça vibre un peu, pour qu'il se passe enfin quelque chose autour du club. C'est vrai qu'on a besoin d'émotions positives. Et l'année dernière, c'est ça peut-être le plus frustrant, c'est qu'en fait il n'y a pas un seul match où il y a eu un truc une vibration. La Sociedad, c'était sympa. Ouais, mais c'était le premier. Oui, c'est un petit préfère. Dans un petit préfère, évidemment, on voudrait les deux. Mais ici, il faut choisir un. Mais les supporters adorent se déplacer en Europe. Aller à Razgrad, en Bulgarie, ils vont être trop contents d'aller là-bas, à l'autre bout du monde, et ci et ça. Mais si c'est pour perdre encore 1-0 contre les anonymes, c'est pénible. C'est pénible. Voilà. Donc, et oui, je pense qu'eux ont envie d'aller visiter l'Europe et de ramener un peu de fierté. Voilà. Bon, allez, c'est on y croit à l'opération rachat. Non, mais bien sûr qu'il faut y croire. De l'OGC Nice? Ah non, moi j'y crois pas. Ah, de rachat. Sportif. Ouais. Non. Tiens, Jean-Claude Blanc qui était d'ailleurs hier au tirage au sort de la Champions League, le directeur du football d'Ineos. Quel titre? Je sais pas. Alors c'est pas que du football, c'est tous les sports. Directeur de tous les sports. Il était présent effectivement au tirage au sort. Manchester United qui s'est fait piteusement éliminer de la Cup. Et Lausanne qui s'est qualifié en Ligue Europa Conférence. Par Grimsby. 2 clubs sur 3 de la Galaxy Ineos en Coupe d'Europe, sauf Manchester. Pas forcément le club où il investit le plus. Allez, on va écouter, juste pour en terminer avec ce tirage au sort, Fabrice Boquet. C'était tout à l'heure du côté de Monaco, sa réaction, le nouveau président de l'OGC au tirage au sort de l'Europa League. Je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais tirage, on pourra que le dire à l'issue de la compétition. Par contre, je pense que ce que l'on peut dire, c'est que c'est un challenge relevé. On se projette surtout sur la saison qui arrive et je pense que l'objectif c'est d'être dans le top 24 de la compétition européenne et ensuite de voir qu'est-ce qui se passe. Après on a aussi des gros matchs à l'extérieur, qu'on va jouer à Fenerbahçe, on va jouer également à Porto, donc ça va pas seulement être à domicile mais aussi à l'extérieur qu'on va vivre de belles émotions. Justement le Porto de Farioli et de Rosario, c'est assez cocasse. Oui tout à fait, on est content de revoir Francesco et tout son staff ainsi que Pablo, donc ça va être pas mal de se rendre là-bas avec quand même une tonalité un peu portugaise de toute façon en Coupe d'Europe parce qu'entre Porto, Benfica précédemment et également Braga
Braga que l'on recevra. Donc effectivement, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on va se comporter face à ces autres équipes portugaises. Est-ce que ce tirage, on va dire costaud, peut influer encore sur les dernières heures du mercato niçois, vous inciter à recruter? On a entendu votre coach ce matin parler des milieux de terrain en particulier. Oui, non, écoute, c'est pas le tirage qui change quelque chose sur le mercato. On est en fin de mercato. L'objectif, c'est de continuer à ajuster comme on le peut dans le cadre que l'on connaît du football français économique et également par rapport aux départs arrivés qui peuvent encore arriver d'ici la fin. Mais c'est pas le tirage qui va influencer quoi que ce soit. C'est plus le travail en interne que l'on fait et que Franck et Florian Maurice font sur la partie sportive. Voilà, donc la réaction de Fabrice Boquet, Patrice, ce sont des mots justes d'un président. Ouais, juste d'un président. Ouais. Et voilà, mais je trouve cette personne très intelligente, moi. Moi, j'aime bien Fabrice Boquet, tu vois. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu le temps, souvent l'occasion de discuter. Et c'est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, qui sont les siennes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il faut qu'il assume ce costume. Ce nouveau costume de président, c'est pas facile. Et il s'exprime plutôt pas mal face aux caméras. Voilà, ce qu'on peut dire donc sur ce tirage au sort de l'Europa League. Le Havre-Nice, maintenant, dimanche, 17h15, du côté du stade Océane, pour enchaîner. Bah oui, parce qu'on aimerait bien que l'OGC Nice enchaîne par une deuxième victoire consécutive sur les terres de Didier Digard, quand même, Leandra. Donc voilà, ça va pas être facile face à cette équipe du Havre qui a perdu ses premiers matchs, mais qui reste quand même une équipe qui s'était bien battue pour le maintien. Oui, qui s'est bien battue, qui a montré des ressources mentales et je pense que Didier Digard, il va encore s'appuyer là-dessus cette année, même si c'est difficile de garder la même énergie sur 2 années consécutives quand on a autant souffert. Donc oui, Nice s'attend pas à un match facile, ils ont besoin de confirmer. C'était le moment de prendre des points, parce qu'on l'avait dit, le calendrier il était favorable quand même. Et c'est le moment de basculer sur la trêve internationale aussi, avec le sourire, avec un peu de sérénité, en attendant le retour des blessés. Comment tu le sens ce match, Aurélien? Match piège pour l'OGC Nice après cette victoire face à Auxerre, se dire que, attention, on n'a rien, pour l'instant on est qu'au début et que c'est encore très fragile, quoi. Match piège parce que l'année dernière ça avait été très accroché malgré la victoire 3-1, qui avait mis du temps à se dessiner. Et puis attention au réveil du Havre qui avait été catastrophique l'an dernier à domicile. Je crois que c'était la pire équipe de Ligue 1. Je pense que Didier Digard a dû aussi appuyer sur ça. Le fait que le maintien est allé se chercher l'an dernier pour eux à Strasbourg à la dernière seconde, mais ça va pas se répéter 2 saisons de suite, donc il va falloir qu'ils assurent des points à domicile, et c'est un match piège et forcément pour le gym. Bon, cette équipe de l'OGC Nice, William, elle doit enchaîner, elle doit créer des séries contre des équipes présumées plus faibles. Ouais, présumées plus faibles, mais elle n'a pas de marge, cette équipe. On l'a vu contre Auxerre, et au Havre, Aurélien l'a très bien dit, on l'a vu l'année dernière, très compliqué, pourtant c'était pas une équipe très qualitative, niveau technique, tout ça, mais au niveau abnégation, au niveau solidarité, au niveau impact physique, ils avaient fait beaucoup de mal à l'OGC Nice, et je trouve que cet OGC Nice-là est affaibli par rapport à l'OGC Nice de la saison dernière, donc la marge de manœuvre se réduit, et donc forcément, si Le Havre réussit un gros match, ça va être très compliqué pour l'OGC Nice. Francaise, à propos de ce match entre Le Havre et Nice. Une équipe qui travaille bien, qui avait bien fini la saison, enfin très bien fini la saison avec un scénario exceptionnel, mais qui l'a mérité, qui a mérité son maintien l'année dernière, qui a gardé du calme même quand il y avait la tempête. Donc c'est tout à leur honneur, voilà, et tout à l'honneur du club et Didier et de son staff d'avoir maintenu le cap. Et voilà, c'est une équipe qui va être peut-être encore plus difficile à jouer encore cette année. Voilà, Francaise qui estime que cette équipe du Havre sera une équipe difficile à jouer cette année. Avec quelle équipe? C'est la compo probable. Il est là. Et voilà, je te passe le micro, ma chère Léandra. S'il te plaît, annonce-nous des bonnes nouvelles, annonce-nous des retours dans ce groupe de l'OGC Nice. Alors les retours, en tout cas, Francaise a parlé de Jonathan Claus, forcément, qui est revenu à l'entraînement, qui s'est bien entraîné. Et puis 2 retours
peut-être pas toujours certains, mais en tout cas on les attend. C'est Dante et Morgan Sanson qui ont repris l'entraînement aménagé, mais qui peuvent postuler à une place dans le groupe dimanche. Alors, est-ce que cela suffira pour les avoir comme titulaires? Détaille-nous tout ça. Alors, on reste sur une équipe qui a gagné avec Diouf, cette charnière jeune, Mendy, Ba et Opong, qui m'a vraiment bien plu contre Auxerre. Je suis partie sur le retour de Jonathan Clauss. Directement, même si Louchet mériterait d'enchaîner, mais je pense qu'il a besoin aussi d'être tout de suite sur le terrain, peut-être pour oublier un peu ce qui s'est passé. Un double pivot Boudaoui Abdoul Sabed, parce que malheureusement les alternatives sont peu présentes pour le moment, et Melvin Barr, toujours piston gauche capitaine. Et puis devant, du coup, voilà, j'ai décidé de continuer avec Jansson, Carlos et Boga. Malgré le but de Mofi. Mais je pense que Mofi postule aussi. Il a fait une super entrée, il a mérité. Mais tu peux pas enlever peut-être comme ça un 9 d'un match à l'autre suivant qu'il y a eu un remplaçant, il a marqué, ton remplaçant a marqué ou pas, si? Tu peux. Après, voilà, moi j'estime qu'ils ont joué 3 matchs sans marquer. Là, ils marquent 3 buts, même si, comme l'a dit Will, il y a eu de la chance aussi par rapport à ce but contre son camp. Mais Kevin Carlos, mine de rien, bon, il a pas montré que des bonnes choses techniquement, mais il a énormément pesé et ça a aussi permis aux entrants, il fout de ma gueule. Il a pesé sur la balance, ouais. Ça a aussi permis aux entrants, notamment, de faire la différence ensuite. Donc, est-ce que Mofi, il a le coffre pour jouer 90 minutes? Pour le moment, peut-être pas. Carlos, il peut venir un peu embêter les défenses et ensuite Mofi finir le travail. Et puis Jérémy Boga, même si son coach lui a mis un petit avertissement quand même en conférence de presse, parce qu'il a besoin qu'il garde un niveau de performance sur la durée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cet effectif, avec les blessés, personne n'a ses qualités. Et en plus, ses qualités lui permettent aussi d'attirer les défenseurs contre lui et de créer des espaces pour les autres. Voilà donc la compo probable à J-2 de cette rencontre entre Le Havre et Nice. Ça peut évidemment évoluer, mais c'est ce que nous propose Léandra pour aujourd'hui. On reparlera de Kevin Carlos une fois qu'il aura peut-être marqué ou pas, ou qu'il sera sorti d'équipe. Mon cher Will, pour l'instant, tu ne l'as pas trouvé peut-être assez performant sur son premier match, mais ce n'était que son premier match. Donc, moi, j'arrive pas à trouver une chose de bien. On le jugera. Bon, on jugera peut-être sur un peu plus qu'un match, parce que je vois Patrice bouillonner là, et si on entame le débat sur Kevin Carlos maintenant, on va déborder de 20 minutes, donc on en parlera. On en a déjà parlé en plus. Une prochaine fois, dans un focus, peut-être. Le Souviens-toi d'Aurélien. Le Souviens-toi qui est consacré au défenseur central de cette équipe du Havre, capitaine, hein, il me semble, du Havre, Gauthier Lloris, formé à l'OGC Nice. Exactement, Gauthier Lloris qui est né à Nice comme son frère en 95, lui, donc 9 ans après Hugo, pur produit de la formation niçoise. Il a fait un peu de tennis aussi durant sa jeunesse, le sport de la famille Lloris, hein, finalement. Il y joue toujours d'ailleurs en vacances avec Hugo. On les voit ici dans une rue de... Au port. Au port, oui, tout simplement. J'avais pas reconnu les bateaux derrière, mais oui, c'est au port, tout simplement. Il a commencé le football à 4-5 ans, Gauthier, en tant que gardien de but, d'abord à Saint-Sylvestre, donc juste en bas du Ré. Son père le dissuade finalement de continuer à ce poste parce que il trouvait que c'était trop stressant pour lui, parce qu'il y avait déjà un gardien dans la famille, donc pour éviter les problèmes cardiaques à papa, finalement Gauthier ne fera pas gardien de but aussi. Et donc, alors là, au centre, c'est pas son père évidemment, c'est Philippe Boulon, à qui on passe kiné d'OGC Nice. Exactement, à qui on passe le bonjour, l'ancien kiné de l'OGC Nice. Bon, Lloris finalement, Gauthier s'en fout un peu parce qu'il sera même gardien de hand dans sa jeunesse, 2 ans pendant le collège. Et c'est finalement à 12 ans qu'il intègre le centre de préformation du gym. Après 3 sélections en équipe de France des moins de 19 ans, finalement ses qualités physiques et sa lecture du jeu le propulse au sein de l'équipe principale du gym pour la saison 2015-2016. Donc on voit, il est au 2e rang, tout à droite. Bon, bah, t'as une bonne vue, parce que moi je vois absolument. Oui, voilà, bon, c'est une photo un peu d'équipe, mais et forcément. Sur parole. Voilà. Au-dessus de Benadou. C'est ça, exactement. Et il dispute son premier match le 4 janvier 2016 en 32e de finale de Coupe de France à la maison, à l'Alliance contre Rennes. Il est lancé par un certain Claude Puel qui était du coup le coach à l'époque.
ce qui n'empêchera pas la défaite des siens au tir au but 7-6, après un match nul 2-2, donc dès le premier tour, dès l'entrée en lice de Nice en Coupe de France. Il apparaîtra pour la première fois en Ligue 1 la même année, en janvier d'ailleurs, le même mois. Victoire 2-1 contre Angers, et puis première titularisation pour lui à Nantes en avril, 36e journée, et défaite 1-0. Mais durant tout son passage à l'OGC Nice, Gauthier Lloris va être un peu gêné par les blessures récurrentes. Et ça avant même de passer pro. Donc pendant sa période avec la CFA aussi, il avait essuyé de nombreuses blessures. Il accumulera pêle-mêle le mollet, une élongation à la cuisse et du fessier, une pubalgie, une fracture de fatigue aux vertèbres et même une excroissance osseuse du tibia. Donc énormément de pépins physiques malheureusement pour le... Dû à sa croissance probablement. C'est ça. Dû à sa croissance. Oui, parce qu'il y a une croissance, il est grand par la taille. Et il a poussé fort à un moment donné. Ouais. Plus de 1m90. Et pour un total de 39 matchs manqués, rien qu'à cause des blessures, donc sans compter la période de reprise en forme, de remise en forme, pardon. Donc au total, Gauthier Lloris aura disputé que 6 petits matchs avec le gym. Dommage. En 3 ans et demi. Donc un peu freiné dans sa progression. Il avait fait plus quand même. Moi, ouais. Il fait que 6 matchs, mais il a été prêté à l'été 2017 au Gazélec d'Ajaccio, en Ligue 2 justement pour qu'il retrouve un petit peu de forme et de temps de jeu. Il aura joué davantage d'ailleurs dans une bonne saison pour le Gazélec avec 13 matchs, mais il n'aura jamais sa chance. On le voit ici lors l'un des rares matchs sous le maillot du gym contre Saint-Etienne. Il en avait fait un contre Rennes aussi qu'on a vu tout à l'heure. Et finalement, c'est en Ligue 2 qu'il explose vraiment avec l'AJ Auxerre sous les ordres de Jean-Marc Furlan. Pendant 2 ans, il sera du côté de la Bourgogne. Et finalement, il est transféré en 2022 du côté du Havre, avec qui il accède à la Ligue 1 dès sa première saison, titre de champion de France de Ligue 2. Il avait été nommé aussi pour gagner le titre de meilleur joueur du mois d'octobre sur cette saison-là. Et puis finalement, il retrouvera ensuite, après coup, Mathieu Bodmer au Havre, du coup, forcément. L'ancien milieu de Lyon et de Nice, qui avait mis un coup franc en pleine lucarne à son frère Hugo lors de l'un de ses premiers entraînements à l'OL. Quand Hugo Lloris avait signé à Lyon, en provenance de Nice. Histoire de famille. Voilà, exactement. Et ils ont développé encore cette affinité au fur et à mesure dans leurs années communes au gym entre 2015 et 2017. Patrice, c'est bien de voir Gauthier Lloris réussir au Havre quand même. Ouais, très apprécié au Havre par sa mentalité, par son dévouement au club. Et c'était un joueur, quand il avait joué, je m'en rappelle, il avait montré des choses intéressantes. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de vivacité. Il est grand, ouais. Donc il a fallu qu'il travaille à ce niveau-là pour être compétitif. Et la saison qu'il a fait l'année dernière au Havre, elle était très bonne. Donc, bon pied. Ouais, je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant. Bon pied. Quel âge il a il a 30 ans. 30 ans. 95. Il arrive à 27 au Havre, donc 30 ans maintenant. Moi, je connais bien le directeur sportif, le adjoint à Mathieu Bodmer. Mohamed El Karaz, et il m'en dit le plus grand bien dans sa mentalité, dans son implication dans le vestiaire. C'est un super mec. C'est un Lloris. Voilà, c'est un super mec et il est très très apprécié. Bon, voilà, on suivra avec attention donc la performance de Gauthier Lloris face à l'OGC Nice. C'est dimanche donc du côté du stade Océane à 17h15, Le Havre Nice. Merci beaucoup Patrice d'avoir été avec nous. C'est un régal comme à chaque fois. Merci à vous. Que tu es là, tu vas venir nous voir cette saison. Mais si je peux, avec grand plaisir. Ah bah j'espère bien. Et si vous m'invitez, bien évidemment. Bien sûr, quand t'invites. Surtout quand tu bats Ludo au paddle. Ne le dites pas fort, ça. Ludovic Gallo, pardon. Ouais, faut préciser. Que tu bats au paddle. Ouais. Oh non, 2 fois d'affilée dans la même semaine. Il est peu bougon. Il aime pas. Léandra, William, Aurélien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini et Nicolas Le Couturier à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Gym Tonic. Le mercato sera enfin terminé. On pourra en faire le bilan. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et à bientôt, bye bye.